Faire des économies, se passer de carburants fossiles, polluer moins. Il y a 10 ans, les biocarburants étaient présentés comme l'alternative à l'essence. Depuis, les critiques se sont accumulées. Accusés de faire flamber le prix des matières alimentaires, bilan environnemental contesté, l'Europe, après les avoir rendus obligatoires, a revu ses objectifs de développement à la baisse et la France développe les biocarburants de deuxième génération. Peut-on vraiment se déplacer en voiture sans polluer et à quel prix? Les pieds sur terre vous répondent, suivez-moi. Si on en trouve en petite quantité dans tous les carburants traditionnels, pas évident de dénicher une station essence qui propose du super-éthanol, ce carburant vert de première génération. À Reims même, il n'y a qu'ici qu'on en trouve. Moins taxé, le litre s'échange à 90 centimes. Bonjour Nicole. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Alors ici, on trouve du bioéthanol. Oui, c'est un carburant vert, c'est un carburant végétal qui se vend de plus en plus. Et nous, on fidélise beaucoup nos clients là-dessus. Il y a des clients qui viennent d'assez loin, qui font un détour, qui viennent de l'autre côté de Reims pour ce carburant. Alors Nicole, je vois qu'il y a l'un de vos clients qui est en train de se servir justement en super éthanol. Je vais aller le retrouver. Merci. Merci Marie. Tony, amateur de grosses cylindrées japonaises. Des voitures à l'origine pas conçues pour rouler au super éthanol. Bonjour Tony. Bonjour. Alors vous faites le plein d'éthanol. Oui, je fais le plein d'éthanol. Alors comment c'est possible? Tout simplement en installant un boîtier électronique sur le véhicule. Moi j'en suis arrivé là car je l'ai acheté il y a 3 ans. Puis je faisais mes pleins de 98 comme tout le temps. Et à force de voir la note qui grandissait, le budget qui prenait une petite claque, du coup j'ai cherché une autre solution et j'ai un ami qui en avait une aussi de Subaru qui tournait déjà à l'éthanol. Il m'a guidé pour choisir tel type de boîtier et puis du coup je l'ai installé moi-même. Puis depuis j'ai divisé mes factures en deux, quoi. Des économies financières conséquentes. Au lieu de 85 € le plein, Tony s'en sort pour 40 € avec l'impression de moins polluer. À quelques kilomètres de là, en pleine campagne, il y a un garage automobile. Sam et Luigi, deux jeunes entrepreneurs, se sont spécialisés dans l'installation de boîtiers permettant d'utiliser du bioéthanol. Bon Marie, je vais vous présenter Sam et Luigi. Bonjour. Bonjour. Déjà les mains dans le cambouis. Oui. Tout à fait. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, on vient de brancher le boîtier sur la voiture et on s'apprêtait à faire les réglages dans le boîtier. Et donc ça, c'est possible pour toutes les voitures, tous les modèles? C'est possible pour 90% du parc. Tous les véhicules fonctionnement injection pourront fonctionner avec un boîtier éthanol. Et tant mieux, car aujourd'hui en France, difficile de trouver un modèle neuf compatible avec les biocarburants. Pour 300 € pause comprise, la plupart des automobilistes peuvent donc se faire installer un boîtier éthanol. Et donc maintenant, le véhicule est prêt à tourner à l'éthanol. Et très concrètement, ça veut dire qu'avec ce boîtier, qu'est-ce que le client pourra faire? Alors, il pourra aussi bien rouler avec du sans-plomb, comme le véhicule était à l'origine, ou rouler avec du bioéthanol sans avoir rien à faire. Il choisit son carburant à la pompe et il peut faire un mélange. En quoi le bioéthanol première génération est beaucoup plus respectueux pour l'environnement que l'essence? Le bioéthanol est plus respectueux envers l'environnement que l'essence en termes d'émissions de CO2 et de CO, donc monoxyde de carbone. C'est très intéressant pour l'environnement de faire rouler une majorité des véhicules au bioéthanol. Très intéressant pour l'environnement, le bioéthanol. La première génération a pourtant été sévèrement remise en cause. Les agrocarburants ont été entre autres accusés de monopoliser les terres agricoles au détriment des cultures alimentaires. Mais cela pourrait changer avec la deuxième génération.
Dans certains pays, comme au Brésil, une large part du parc automobile roule à l'éthanol, fabriqué à partir de canne à sucre. Aux États-Unis, c'était produit à partir de maïs. Mais depuis quelques années, accusés de faire flamber le prix des matières alimentaires, ces pays, mais également la France, se tournent désormais vers une production à base de déchets végétaux ou d'herbes, comme le miscanthus. C'est le cas ici. Bonjour Maryse Brancourt, directrice de recherche à l'INRA. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici ? Je vous ai donné rendez-vous ici devant un champ de miscanthus parce que c'est une culture qu'on vise pour la production de bioéthanol. Cette plante contient des sucres et en fait ce sont ces sucres, donc qui sont un petit peu complexes, qu'on va transformer en éthanol. Quelles ont été les contraintes environnementales que vous êtes imposées dans le cadre de vos recherches ? Alors, les contraintes ou les caractéristiques, on va dire, elles sont de 3 ordres. D'une part, il faut produire un maximum de biomasse. Ensuite, il faut que cette biomasse soit transformable, donc de qualité adaptée. Et troisième élément, il faut qu'au niveau environnemental, l'impact ne soit pas négatif. Pour un bilan environnemental optimal, la centaine de chercheurs a donc choisi des plantes non alimentaires, ne nécessitant pas d'intrants et pouvant être valorisées de la racine à la fleur. Des plantes qui poussent sur des sols jusqu'ici non utilisés. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, pour faire de l'essence, on peut tout utiliser, il n'y a pas de limite ? Alors en France, on a fait le choix finalement, à travers le projet Futurol, d'utiliser différentes sources de façon à avoir bien plusieurs matières disponibles et de façon à avoir un bassin, plus facilement un bassin d'approvisionnement. Merci Maryse pour toutes vos explications et cette rencontre champêtre. Justement, à 2 pas d'ici se trouve l'usine Futurol, la fameuse usine prototype qui produit le biocarburant seconde génération. On y va. Il aura fallu 8 ans de recherche et de développement, une centaine de têtes chercheuses, plus de 76 millions d'euros pour qu'enfin, le biocarburant de 2e génération version Futurol voit le jour. Une usine unique en France. Et ce n'est pas sans fierté que le président du projet nous accueille. Monsieur Dutartre, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes président du projet Futurol. Exactement, je suis très heureux de vous accueillir. Et donc là, vous allez m'emmener visiter tout ça. Ah oui, mais au préalable, on va s'équiper avec un peu de vêtements de sécurité parce que c'est la règle. Je vous propose que nous commencions la visite par le broyage. Alors l'idée générale, c'est de faire de l'éthanol avec des matériaux végétaux qui ne soient pas comestibles pour éviter ce conflit d'usage entre l'alimentaire et le non alimentaire. Donc nous pénétrons ici dans l'ère de broyage, puisqu'il va s'agir de réduire en petites particules les végétaux divers que nous pouvons utiliser. Donc vous avez ici des morceaux de bois. Donc, il y a du bois. Il y a de la paille, il y a du miscanthus qui est une plante. Le miscanthus, on était tout à l'heure dans un champ de miscanthus. Ben voilà, exactement. Donc l'une des caractéristiques du projet, ce sont les multiples ressources. Oui, la plupart des projets à travers le monde sont monoressources. Les uns travaillent le bois, les autres la paille. Ici, nous avons pris l'option d'avoir une gamme différenciée dans l'idée d'avoir un bassin d'approvisionnement plus restreint, afin de limiter les coûts de transport, les problèmes de logistique. Donc c'est une vraie caractéristique du projet que d'être multi-ressources. Donc on va passer directement à gauche. Donc là vous avez un laboratoire de contrôle des procédés. Et là on arrive dans un cœur un peu technologique. Vous voyez, les tuyaux sont beaucoup plus petits, là ça devient extrêmement sérieux. Là, on est dans les cuves de saccharification.
Une fois broyé, il devient quoi ce miscanthus? Et pour prendre une image concrète, il devient en quelque sorte du café soluble. C'est-à-dire qu'il est réduit dans une poudre extrêmement fine. Cette poudre ensuite va être soumise aux attaques enzymatiques pour aller extraire les sucres qui étaient contenus dans la structure des plantes. Ensuite, ces sucres, on les fera fermenter. Ils donneront de l'alcool qu'on distillera pour faire l'éthanol de deuxième génération. En quoi le bilan environnemental est-il meilleur pour les biocarburants 2G? On a un bilan carbone qui est plutôt favorable et qui, selon les espèces travaillées, représente une réduction de 70 à 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au procédé de production de l'essence. Un bilan carbone favorable parce qu'ici on a pris en compte l'impact environnemental à toutes les étapes de la production. Les promoteurs de ces carburants mettent en avant le fait qu'en poussant, les plantes absorbent une partie du CO2 que le biocarburant produira en brûlant. Si la filière de deuxième génération se développait, 20 000 emplois pourraient être créés en France. Si les biocarburants de deuxième génération semblent être plus efficaces et plus écologiques, certains défenseurs de l'environnement restent prudents et demandent plus de garanties avant une production à grande échelle. Michel Dubromel de France Nature Environnement porte un regard encore méfiant sur la deuxième génération. Bonjour Michel. Bonjour Marie, ça va? Oui, très bien. Et vous, je vous emmène faire un petit tour? Oui, on y va. Avec les biocarburants de deuxième génération, nos craintes se sont-elles évaporées? Nos craintes, c'est que à nouveau on aille trop vite et que l'effet d'aubaine amène par exemple à générer plus de déchets qu'il ne faudrait, puisqu'ils vont entre autres utiliser des déchets. Alors, pour nous ça peut être une bonne chose, mais on ne voudrait pas que l'effet d'aubaine amène les gens à se détourner de la réduction des déchets, qui doit être quand même notre premier souci. Mais on veut savoir si ce qu'on va utiliser, exemple miscanthus, s'il n'y a pas une concurrence l'utilisation des territoires agricoles. L'autre élément, c'est au niveau technique, au niveau théorie, sur une petite unité, ceci nous paraît être valable. On ne voudrait pas ensuite que ce soit des grandes unités dont l'impact environnemental serait très négatif. La France risque-t-elle de rester sous dépendance énergétique pendant longtemps si on ne développe pas plus ces biocarburants? Le premier facteur d'efficacité énergétique, c'est d'abord la sobriété. C'est pas de s'éclairer à la bougie, c'est de regarder notre déplacement, nos transports, si nous pouvons les faire autrement, c'est-à-dire avec d'autres moyens et surtout des moyens plus sobres en énergie. L'État a beaucoup misé sur la voiture électrique, vous en pensez quoi? Oui, mais la voiture électrique qu'on veut nous dire est une voiture propre. On ne connaît toujours pas quelle énergie va fournir cette électricité. En période de pointe, c'est clair, ça va être des centrales thermiques polonaises. Sinon, ça va être des problèmes nucléaires. On ne sait pas résoudre le problème des déchets. Donc la voiture électrique, c'est une des solutions, mais ça peut être une solution pire que le mal. Rouler à l'herbe, la promesse est alléchante, d'autant plus que la France, avec le projet de transition énergétique, s'est fixé comme objectif de réduire de 30% sa consommation de pétrole d'ici à 2050. Mais à quoi rouleront nos voitures? Biocarburants de seconde génération, moteurs électriques, piles à hydrogène? La question reste plus que jamais ouverte. Certains parlent même déjà de biocarburants de troisième génération produits à base d'algues. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro de ce rendez-vous dédié à l'environnement. D'ici là, gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ciao!